Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 6 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier avec des hausses considérables. Le Dow Jones a gagné 1,68%, le S&P 500 a progressé quant à lui de plus de 2% et le Nasdaq a gagné près de 2,32%. Alors en Asie, nous avons pu constater également un retour, une poursuite de l'appétit pour le risque avec des hausses tout de même moins conséquentes avec un Nikkei qui gagne 0,5%. En Australie, le S&P ASX 200 progresse de 0,3%. Le Kospi coréen, quant à lui, est resté relativement stable. Alors ce qui a favorisé le retour de l'appétit pour le risque, bien entendu, c'est le retour du président américain Donald Trump dans la Maison Blanche. Il y avait beaucoup de questions quant à son état de santé. Le fait qu'il parvienne à sortir de l'hôpital et qu'il réintègre la Maison Blanche dès lundi est venu rassurer les opérateurs et lui a permis également de poursuivre sa campagne là-dessus en incitant clairement à lutter contre le coronavirus et qu'on pouvait tout à fait en venir à bout. Mis à part cela, donc à noter par rapport au retour de Donald Trump dans la Maison Blanche qu'il devrait continuer à recevoir des soins médicaux 24 sur 24 sur place. En Australie, à présent, la Banque de réserve a laissé ses taux d'intérêt à changer lors de la réunion d'aujourd'hui. La déclaration a été légèrement plus optimiste que la dernière fois. À noter concernant donc les perturbations météorologiques qui ont d'ailleurs fortement influé sur les cours des matières premières énergétiques, le pétrole et le gaz naturel. Le Centre national américain des ouragans a déclaré qu'un système se formant dans les Caraïbes est officiellement devenu un ouragan. Il devrait toucher la côte américaine dans la soirée de jeudi. À noter que certains rapports ont fait surface et ces rapports indiquent que la Chambre des représentants américaine pourrait envisager de demander pourrait envisager le démantèlement des géants technologiques. Donc à suivre à ce niveau-là. Et le prochain débat qui opposera Trump à Biden pourrait avoir lieu en ligne. Alors voilà pour l'actualité économique et financière. Le calendrier économique est quelque peu allégé aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des commandes d'usines en Allemagne. L'après-midi, nous prendrons connaissance de certaines données qui nous proviendront tout d'abord des États-Unis avec la balance commerciale, donc les importations et les exportations à 14h30. À la même heure, la balance commerciale canadienne. Et nous aurons donc un discours du président de la Réserve fédérale américaine concernant les perspectives économiques, donc Jérôme Powell, qui devra s'exprimer à partir de 16h30. Et ce sera très certainement l'événement de ce calendrier économique du jour. Nous prendrons sinon, hormis cela, connaissance des stocks de pétrole brut API à 22h40, stock hebdomadaire aux États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique. Sinon, bien entendu, les discussions sur le plan de relance américain seront également au goût du jour. Mais à noter également qu'on pourrait assister à un retour de la version risque si ces discussions n'aboutissent pas. À noter que Stephen Mnuchin et Nancy Pelosi ont été invités à la Maison-Blanche pour des discussions. Cette invitation a été rejetée par Nancy Pelosi sous prétexte que les républicains ne suivent pas les protocoles liés au Covid-19. Donc attention à tout renversement de situation à ce niveau-là. Peut-être que l'optimisme a favorisé le rebond de Wall Street, mais c'est un éternel cercle vicieux. Après cela, il y aura une déception car nous nous éloignons d'un accord et nous sommes dans l'impasse. En tout cas, dans l'impasse, pardon. En tout cas, c'est ce que l'on a pu constater dernièrement, ce cercle vicieux des négociations concernant ce plan de relance. Alors, ceci étant dit, nous allons nous intéresser aux différents indices. À Wall Street, il est important de noter que nous avons pour le Dow Jones et le S&P 500 avec 11 secteurs dans le vert pour le S&P 500. On est parvenu à s'affranchir des récents sommets. On peut le voir ici, le récent sommet du Dow Jones qu'on est en train de tester actuellement sur un pullback d'ailleurs, une inversion de polarité résistance devenue support. Ce sommet donc a été franchi hier. Même topo pour le S&P 500, un récent sommet qui a été franchi hier. Inversion de polarité. Ce sommet donc, qui était résistance devient actuellement support en traçant des lignes horizontales. On peut le constater. De toute façon, on a la ligne de la cotation actuelle qui en atteste. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cas pour le S&P 500. S&P 500 qui lui semble former une figure de retournement, une figure chartiste
en épaule, tête-épaule, avec une première épaule à ce niveau-là. Voici la seconde épaule en formation et la tête, bien entendu, au milieu. Et donc, incapacité du Nasdaq de s'affranchir de son récent sommet, ce qui concrétise une éventuelle ETE. On va attendre un franchissement de la ligne de coup. On va en parler plus dans le détail lorsqu'on va s'intéresser aux indices américains. Le CAC 40, lui, est bien sorti de son nuage et l'a validé quand le DAX est en train de lutter pour s'affranchir de la même zone de résistance précédente, un DAX qui ne cesse d'osciller entre résistance et support, qui évolue donc concrètement dans un trading range, dans une étroite fourchette de négociation, pendant que le CAC 40 semble parvenir à se hisser au-dessus de la borne supérieure de son trading range. On va regarder cela plus dans le détail. Tout d'abord, le DAX, à un moment donné journalier, on garde cette vision avec cette même résistance, ce palier de Kijun qui vient renvoyer le DAX à l'intérieur de son nuage. Qu'en est-il du DAX en données H4 avec deux projections de nuages, une projection H4, une projection journalière ici. À noter ici une tentative qui a échoué visiblement de sortie du nuage journalier. On est en train de le réintégrer et on vient tester le nuage H4 ici. On vient tester notre SSB qui représente particulièrement, qui est un cluster de support d'ailleurs, car on voit que notre Tenkan vient la renforcer. Ça représente le seuil des 12 800 points. 12 800 points, c'est le support à surveiller en ce début de séance européenne. Attention à toute sortie par le bas ici, attention à tout passage en dessous des 12 610 points. Le scénario de cette vague baissière n'a pas été invalidé car on n'est pas parvenu à progresser au-dessus des 12 925 environ. Donc on garde à l'esprit ce scénario d'un éventuel repli en direction des 11 370 points. Le DAX n'a toujours pas tranché pour le moment. Si on sort par le bas, si on s'affranchit des 12 620, on se rapproche d'un scénario baissier, mais il faudrait attendre bien entendu le franchissement des 12 310, 12 330. Pour cela, il faudrait un retour de la version au risque marqué. En revanche, si on vient valider la sortie par le haut et donc plus largement des 12 900 points, ce serait pour un nouveau pullback ici de la borne basse du biseau ascendant. Donc un DAX qui ne parvient toujours pas à trancher quand le CAC 40 lui semblait, ce n'est plus le cas visiblement, semblait un peu plus décidé à s'affranchir donc de sa résistance et à évoluer en territoire positif. Malheureusement, entre-temps, il a échoué face au creux du 1er septembre, les 4887, et vient se replier pour réintégrer son nuage. Donc un refus ici de sortie du nuage, mais on a invalidé cet objectif étant donné qu'on est allé surpasser les 4870. Je vous rappelle qu'il y avait un objectif ici à moyen terme à 4234. On vient l'annuler, mais cela n'annule pas le scénario baissier. Ça va simplement nous modifier notre objectif en plaçant notre point C à ce niveau-là. On va s'assurer de quelle projection il s'agit en mesurant le mouvement de repli qui est de 420 points. Il est de 420, donc si la hausse BC est de 110 points, ce sera une projection N. 210 points, pardon. Ce sera une projection N, c'est supérieur à 210 points. Donc la hausse est supérieure à 50% du précédent repli. Donc nous avons affaire à une projection E. Ça aurait été égal, c'est une projection N. Ça aurait été inférieur, ça aurait été une projection V. Donc ici, nous avons affaire à un E et à un objectif donc, qui change légèrement. 4234 si on se replie à partir de ce moment-là. Mais donc prudence, on va attendre afin d'envisager des perspectives baissières, un passage en dessous des 4750 pour aller chercher les 4660. Et le top départ sera donné en cas de franchissement des 4660. Pour l'heure, on est beaucoup plus proche de s'affranchir des 4887 dans un élan d'optimisme. Et dans ce cas-là, la résistance à aller chercher est à 4980. Alors nous allons débuter. Alors il y a deux catégories à Wall Street, ceux qui ont réussi à aller s'affranchir du récent sommet, ceux qui n'y sont pas parvenus. Ceux qui ne sont pas parvenus, plus particulièrement le Nasdaq qui semble nous former ici une TE
Alors je vais essayer, voilà. Donc une ETE ici avec pour ligne de coup ce niveau, les 11 197. 11 200, ça correspond à la projection V de cette précédente vague haussière. Nous avons également un niveau intermédiaire qui sera un support à franchir, un support intermédiaire, et c'est la projection E de cette vague haussière. Je vais en afficher le rayon. Donc cet objectif permet de scinder en deux les épaules et la tête, et donc ce sera un obstacle intermédiaire, un obstacle dont il faudra s'affranchir pour aller chercher la ligne de coup. Alors c'est un peu prématuré d'estimer qu'il y a une ETE, mais on garde à l'esprit ce scénario étant donné qu'on a échoué dans le franchissement de cette zone de résistance, il me semble, pour la 4e fois. Tout à fait, donc c'était pour la 4e fois. On avait eu une première tentative, une seconde, une troisième. La 4e nous a permis de former la tête. L'épaule n'est pas allée jusque-là. Donc, pour estimer que l'on a une ETE, il faudrait se replier en direction des 11 364 et aller chercher la ligne de coup. Seul un franchissement de la ligne de coup nous donnerait un signal de vente, car c'est une figure de retournement. L'objectif théorique nous est donné en reportant la hauteur de la ligne de coup. Donc on trace un fin rectangle de la ligne de coup au sommet de la tête et on le reporte à l'endroit de l'éventuel breakout. Ce qui nous renvoie directement ici sur les 10 840 points. Donc 10 840, l'objectif à aller chercher pour le Nasdaq en cas de franchissement de la ligne de coup. Ce qui pourrait invalider ce scénario, ce serait un franchissement de l'oblique haussière qui relie l'oblique baissière, qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule. Donc c'est l'oblique à surveiller, qui sera donc garante, si je puis dire, de la validité de cette ETE. Si on s'en affranchit, si on vient s'installer en dessous, au-dessus, on viendrait complètement annuler ces perspectives-là, une perspective de retournement de tendance face à la réalisation de cette figure chartiste. Donc voilà tous les éléments à surveiller pour le Nasdaq. Pour aller plus loin, on peut ajouter Ishimoku, mais je pense que d'un point de vue chartiste, on a suffisamment d'éléments sur le Nasdaq pour intervenir. Qu'en est-il des autres indices européens? Alors ici, il semble assez évident qu'on se soit largement éloigné de ce scénario d'une ETE que l'on avait énoncé la veille, avec les deux épaules, avec des ellipses qui mettent en évidence les deux épaules. On le supprime immédiatement. Cette figure a été annulée à partir du moment où on a franchi ce niveau-là, donc cette oblique baissière qui reliait les différents sommets, le sommet de la tête et le sommet de la prétendue épaule. À partir du moment où on s'en est affranchi, il y a eu une accélération haussière. Accélération haussière d'ailleurs qui a pris fin à un niveau assez intéressant. Alors à quel niveau ça a pris fin? C'était à un niveau, souvenez-vous, il y avait un double creux sur le Dow Jones qui nous donnait trois objectifs, E1, E2, E3. Je reviens sur ce graphique très rapidement et c'est E3 qui nous a renvoyé à la baisse. Donc j'ai plusieurs graphiques pour garder certains éléments en vue. Ici, il faut noter qu'on n'est pas allé jusqu'à la projection d'Osoda que nous avions énoncée. Malheureusement, visiblement, cette mèche, ce n'était que du bruit, car en prenant ici très précisément, en retirant la mèche, on avait une belle projection d'Osoda à 28 000 points, une projection qui aurait marché. C'était bien à N, le repli retracé 50%. Donc c'est tout le débat de prendre ou non des mèches. 80% du temps, il faut les prendre, mais à certains moments, dans certains cas, il ne faut pas en prendre. Ici, visiblement, ces mèches étaient dues à une forte zone de support, et donc c'est un cas où il ne faut pas prendre justement les mèches dans le calcul des projections d'Osoda. Voilà pour cette petite précision. Pour l'heure, le Dow Jones semble se replier en direction de sa Tenkan. Donc des perspectives qui restent haussières. Mais on va garder un œil, bien entendu, sur une oblique baissière qui va relier les récents sommets. Donc si on va chercher uniquement la Tenkan, les perspectives restent haussières en direction des 28 173 avant d'aller chercher ce sommet-là qui correspond au sommet du 16 septembre. Donc l'élément à surveiller ici, ce sera cette oblique baissière qui relie les récents sommets
Et en cas de passage en dessous, on pourrait envisager un retour en direction de la Kijun. La Kijun qui se situe actuellement aux alentours des 27 570. On passe à présent sur le S&P 500 qui, à l'image du Dow Jones, est venu invalider la probable ETE, une ETE qui n'en est plus. À partir du moment, de la même manière que pour le Dow Jones, à partir du moment où nous avons franchi l'oblique baissière qui reliait le sommet de la tête avec le sommet de l'éventuelle épaule, donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de TE et nous sommes allés chercher l'objectif de ce N haussier, un N haussier à 3392, à noter ici, hein, malgré une zone de support avec de nombreuses mèches, cette projection a été très précise. Et donc on se replie actuellement avec pour cible très certainement notre Kijun, étant donné qu'on vient de franchir la Tenkan, donc la cible est à 3370, peut-être un bon point d'entrée en vue d'un nouveau souffle haussier pour le S&P 500 avec un nuage qui s'élargit considérablement par la suite et qui pourrait faire office de support et porter les cours à la hausse en cas de repli en direction de la Kijun, bien entendu. Qu'en est-il du Nikkei japonais? Alors le Nikkei japonais qui revient sur sa zone de précédemment résistance, actuellement support, donc plutôt stable avec des perspectives haussières tant qu'on est sur ce support. En revanche, si on passe en dessous, ce serait pour, dans un premier temps, aller chercher la Kijun aux alentours des 23 250, voire aller tester le nuage. Et donc ça pourrait représenter un excellent point d'entrée en cas de franchissement de ce niveau-là, un point d'entrée en anticipation d'un rebond pour aller justement chercher encore cette zone-là. Donc cette zone-là, vous l'aurez compris, sera déterminante prochainement au cours de cette séance et de la prochaine séance pour le Nikkei japonais. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold qui fait face à sa Kijun et est venu réintégrer son nuage. La résistance est à 1920 $ l'once. D'un point de vue H4, on continue de temporiser. On est concrètement pris en étau entre différents niveaux, entre les 1916 ici et à présent ce niveau, cette borne supérieure du nuage, donc SSB à 1904. Donc c'est une, si je puis dire, une certaine zone de neutralité. À noter ici en H4 ce nuage journalier hein, que l'on voit parfaitement. Et cette oblique baissière que je vais d'ailleurs rajouter ici sur cette représentation graphique du gold qui, à noter, évolue toujours dans l'enceinte de son canal baissier, mais on va garder un œil sur cette oblique là et c'est très exactement le niveau qui nous donnerait l'éventuel top départ pour une impulsion haussière. Donc seul un franchissement de cette oblique haussière nous permettrait d'aller peut-être chercher la prochaine et donc plus largement de s'affranchir des 1916 $ pour aller chercher les 1940. Donc en cas de franchissement de cette oblique baissière, ce serait pour aller chercher les 1940 $ l'once dans une tentative de test de la borne supérieure de notre canal descendant. Donc voilà pour le gold. On passe à présent sur le pétrole WTI. Pétrole WTI qui s'est vu hissé suite aux conditions météorologiques à venir aux États-Unis. Donc un pétrole WTI à 39,19, mais nous avons de fortes résistances. Alors je m'attendais simplement à une hausse à 38,50. Cet ouragan est venu propulser 1 $ plus haut, supérieur à 38,50, donc 39,50 avec pour résistance notre Kijun que l'on retrouve à ce niveau-là, notre Kijun qui représente plus ou moins les 83, à noter notre nuage à ce niveau-là. Et encore une fois, on aura une oblique qui relie les récents sommets qui pourrait être un très bon repère ici en vue d'une poursuite ou non de la hausse, une poursuite qui reste très peu probable, mais pour se positionner à la vente sur le pétrole WTI, on va attendre sagement un passage en dessous des 38,50. Donc un franchissement ici de cette Kijun. À noter que celle-ci correspond à la Kijun journalière et c'est notre résistance que nous avons ajoutée ici. Donc Kijun journalière que l'on retrouve à ce niveau-là, que j'ai donc ajouté sur mon graphique H1
Je n'ai ajouté que la Kijun, j'ai supprimé les autres éléments et dans intervalle, j'ai choisi journalier. Donc une Kijun journalière qui fait office de résistance, donc c'est une résistance considérable. Et donc concrètement, hein, ici, ce sont des niveaux d'un point de vue technique assez élevés pour le pétrole WTI. Excellent point de vente pour ceux qui ont des convictions dès maintenant pour aller chercher peut-être les 36 $. Pour les plus frileux, mieux vaudra attendre un franchissement des 38,50 avec un objectif intermédiaire à 37 $ pour aller par la suite aller chercher les 36 $ et plus largement en cas donc de déploiement de ce scénario baissier, peut-être le scénario le plus pessimiste, mais qui reste tout de même malheureusement le plus réaliste. Ce serait pour aller chercher les 29,50 $, voire 30 $, minimum les 30 $ en cas de réalisation de ce scénario. À noter cette oblique baissière qui vient créer une pression supplémentaire et qui pourrait se joindre à la Kijun pour pousser les prix à la baisse. Donc un pétrole qui pourrait se replier considérablement très prochainement. On l'a vu ici le 2 octobre, mais on a réussi grâce aux conditions météorologiques à se hisser à nouveau au-dessus des 39,50. On pourrait assister à nouveau à une nouvelle impulsion, à une nouvelle baisse plutôt conséquente qui nous permettrait donc de franchir le récent creux, ce creux du 8 septembre. Donc voilà pour le pétrole WTI, le Brent. Concernant le Brent, la situation est similaire. Nous sommes toujours en dessous de cette oblique baissière. Il faudrait attendre un franchissement de cette dernière, voire du nuage pour envisager un Brent à 43 $. Dernier rempart avant les 43,76. 43,76, ça représente le sommet du 18 septembre. Mais pour se placer à la vente, on va attendre un franchissement des 40,70 pour aller chercher les 40, voire ici les 38,80. Et le café, donc, qui a effectué son pullback, il n'est pas allé jusqu'à cette oblique baissière, mais pour le moment, hein, il est sous sa Tenkan. On va attendre d'autres éléments. On a fait un point hier à ce niveau-là concernant cette année 2020 qui est une bonne année, l'année 2021 qui pourrait être inversement une très mauvaise année pour les récoltes. Et donc notre but sera de capter ici un point d'entrée en vue d'un rallye à venir des cours du café. Ici, bien entendu, nous parlons de l'arabica. On va passer à présent sur le marché d'échange pour débuter avec le billet vert qui s'est donc replié, qui a été pénalisé par un retour de l'appétit pour le risque, ce qui lui a permis de définitivement passer en dessous des 93,640 et ce qui a permis donc à l'euro-dollar de se propulser à la hausse, de se hisser au-dessus des 1,1750 avec pour prochaine objectif les 1,1825. Cela faisait longtemps que l'euro-dollar était à l'intérieur de son nuage en données H4. Il ne parvenait pas à en sortir. Alors c'est chose faite, donc prochain objectif 1,1825 avant d'aller chercher les 1,19. Alors c'est une sortie de nuage, c'est un signal classique qui nous a été donné très précisément à ce niveau-là, lors de la sortie de nuage, un signal qui vient d'être validé lorsque la lagging span est parvenue à s'affranchir de son obstacle. Je vous rappelle que précédemment, nous avions il me semble, un début de signal. On envisageait un début de signal, mais la lagging span avait refusé de sortir du nuage, avait refusé de franchir la Kijun, et donc on était reparti à la baisse à ce niveau-là. Pour aller marquer un creux. Cette fois-ci, la lagging span a le champ libre, elle est sortie du nuage et donc on peut envisager une poursuite de la hausse avec pour prochain objectif 1,1825, dernier rempart avant les 1,19. Donc voilà pour l'euro-dollar, l'USD-TRI qui continue, qui consolide au-dessus de son nuage. Qu'en est-il de l'USD-YEN? L'USD-YEN qui a réintégré son canal haussier et qui pourrait poursuivre en territoire positif. Nous avons ici un excellent point d'entrée qui nous est donné par les 105,580 sur ce palier de SSB. À noter que les perspectives sont clairement haussières d'un point de vue technique. Ici pour l'USD-YEN, nous avons en support en cas de passage en dessous de cette borne inférieure du canal haussier. Nous avons en support ce nuage H4 que l'on retrouve et nous avons également notre nuage H1.
Donc de gros supports en vue pour le SDN et des perspectives haussières qui semblent se confirmer. Alors on va passer très rapidement sur l'euro-yen avec cette ETE qui ne semble pas invalidée pour le moment. Alors la ligne de coup semble tenir. Alors c'est vraiment très très juste. Cette séance sera très certainement capitale si on parvient à se replier. Nous avons donc un objectif théorique aux alentours des 120. Un objectif de Soda à 120, un objectif théorique à 121 645, donc une séance qui pourrait être capitale en vue de la réalisation de cette ETE sur l'euro-yen. À noter que il faudra attendre tout simplement une clôture au-dessus de la ligne de coup pour invalider cette figure en ETE, parfaitement visible d'ailleurs en données journalières. Il y a une autre figure sur le marché d'échange, encore une fois en ETE, qui est visible sur l'AUD NZD, qu'on est en train d'invalider peut-être à ce moment précis. Donc voici l'ETE, voici la ligne de coup à franchir, on n'y est toujours pas, on pourrait l'invalider en cas de clôture H4 en dessous de cette oblique haussière. On est en train de l'attaquer sérieusement actuellement, donc prudence, car plus largement si on clôture en dessous du nuage, ce serait pour aller chercher les 1,0767 dans un premier temps avant d'aller chercher le creux qui a été marqué au niveau de la tête. Donc une figure en ETE qui pourrait être invalidée en cours de séance. Ce Good Morning Market touche à sa fin. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. N'hésitez pas à commenter ce Good Morning Market, à le liker, voire à le partager. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain. Au revoir.